Comment j'ai arrêté de culpabiliser et appris à aimer l'IA qui ment pour moi? Notre invité analyse un paradoxe de l'IA. En étant conçue pour être totalement serviable, elles deviennent nos complices. Parce qu'elles ne nous contredisent ni ne nous jugent, nous les utilisons pour contourner notre propre morale. Nous leur faisons faire ce que nous nous interdisons à nous-mêmes. Et cette hyper-complaisance crée une zone de confort où notre sens des responsabilités s'amenuise. Donc cet échange va interroger cette tendance à déléguer nos transgressions aux machines, ce qui montre peut-être une nouvelle forme de dépendance à leur égard. On en parle tout de suite avec Jean-François Bonnefond, directeur de recherche au CNRS, psychologue cognitif, directeur du département des sciences sociales et comportementales de TSE et directeur de l'Institut d'études avancées de Toulouse, qui répond aux questions acérées de Guéric Poncé, qui est juste journaliste au point, mais qui est très bien. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, j'ai vu le sujet, je me suis dit mais c'est absolument passionnant parce que quand on parle d'avenir d'intelligence artificielle, en général on imagine l'homme bionique avec une puce à l'intérieur du cerveau, un exosquelette, etc. Là, on va parler de morale, d'éthique et de ce qu'on va faire finalement de notre invention, qui est parfois qualifiée de notre dernière invention, puisque certains pensent que l'IA va être la dernière invention de l'espèce humaine. Comment vous avez travaillé déjà sur ce sujet ? Que dit votre étude et surtout comment vous avez eu l'idée de travailler là-dessus? Bonjour. Alors comme vous le savez, je suis psychologue et il y a un truc très pratique quand on est psychologue et qu'on fait de la recherche, c'est qu'on peut être sa propre inspiration. On s'observe, on observe ce qu'on pense, ce qu'on fait et puis des fois on est curieux, on se demande qu'est-ce qui vient de se passer là. Et comme moi, ma spécialité c'est la psychologie morale, je suis toujours très excité quand je fais quelque chose d'immoral. Parce que je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi qui suis aussi intègre et honnête, je viens de mentir, je viens de tricher, ça exige une explication. Et ce qui m'a attiré sur ce thème de recherche, c'est que, je vais vous faire une confidence, je reçois souvent des invitations pour venir parler de ma recherche, comme ici, j'en reçois trop, et je suis amené à en refuser beaucoup. La meilleure façon de refuser une invitation, c'est de dire, je suis désolé, je suis déjà pris ce jour-là. Mais quand c'est pas vrai, j'ai du mal à le faire. Je ne m'autorise pas à mentir là-dessus, ce qui fait que je suis toujours obligé d'inventer des trucs un peu bizarres. Et un jour, dans mon email, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton qui refusait les invitations automatiquement. Il y avait juste à cliquer « Non, merci » et hop, ça générait une réponse. Et j'ai fait ça un jour et l'IA a dit « Non, merci, c'est super, mais je suis déjà pris ce jour-là ». C'était pas vrai. Je l'aurais pas dit moi-même. J'ai regardé le message, j'ai fait « OK ». Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens, en fait, de laisser la machine faire un truc que je ne m'autoriserai pas moi-même, parce que je me sentirais malhonnête, mais si c'est elle qui le fait pour moi, ça va. Et à partir de là, bien sûr, déroule tout le programme d'un psychologue, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête, pourquoi est-ce que ça marche comme ça, combien on va être à avoir ce genre de comportement, et à quel point les machines vont se montrer complaisantes avec nous quand on leur demande d'être malhonnêtes pour nous. Alors, dans votre étude qui a été publiée dans Nature, qu'est-ce que vous avez conclu et qu'est-ce qui vous a marqué le plus finalement dans cette démarche? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Ça va demander d'attendre un peu, parce que ce qui m'a marqué le plus est arrivé à la fin. Mais si vous voulez, d'abord un résumé très bref, et puis après, pour parler un peu plus, il va falloir que je rentre un peu dans le détail de comment on fait. Mais si vous voulez un résumé très bref, on s'est rendu compte que déjà, je n'étais pas tout seul, que quand les gens ont la possibilité de faire mentir ou tricher une IA pour eux, ils le font beaucoup, et ils le font d'autant plus qu'ils ont la possibilité de demander à la machine de tricher sans lui demander de tricher. Ce qui est un peu... Pourquoi on peut se poser la question, on la posera. La deuxième chose qu'on a observée, c'était que les machines étaient excessivement complaisantes. C'est-à-dire que quand je demande à un humain de mentir ou de tricher pour moi, très souvent, les gens refusent. En tout cas, dans nos expériences, très souvent, les gens refusent. L'IA, elle est toujours partante. Elle est toujours partante et c'est très, très difficile de contrer ça. Et c'est ce qui m'a surpris le plus, en fait, dans ces études-là, c'est quand on s'est rendu compte que les machines faisaient preuve d'énormément de complaisance avec ces requêtes malhonnêtes,
On a essayé de multiples façons de les empêcher, et en gros, tout a échoué, sauf une méthode dont je pourrais parler, mais qui a le désavantage d'être impossible en pratique. Donc, C'est vrai que la complaisance de l'IA, c'est un problème dans tous les domaines, et finalement, c'est aussi le problème des réponses fausses. C'est-à-dire que l'IA est tellement programmée pour nous satisfaire que plutôt que de donner une réponse pas satisfaisante ou pas de réponse, elle va inventer une réponse. Et dans de très nombreuses situations du quotidien ou dans des études, on se retrouve avec des réponses fausses et on interroge l'IA et elle dit: ah oui, effectivement, là, j'avais pas de réponse satisfaisante pour vous, alors j'ai inventé quelque chose. Donc ça donne des résultats très surprenants parfois. Mais aujourd'hui, comment vous voyez la suite de votre étude? Quelle est l'étape suivante? Alors, déjà, je vais rebondir là, parce qu'il y a un terme technique pour ce que vous décrivez là, cette IA qui veut toujours nous plaire, aller dans notre sens. On appelle ça l'IA psychophantique. Donc c'est un problème, mais c'est un problème, disons, qui ne vient pas des données d'entraînement de l'IA. Quand l'IA est entraînée sur un très grand nombre de données, ce qu'on appelle le pre-training, il n'y a rien là-dedans qui rend la machine spécialement complaisante avec nous, ou qui lui donne envie d'être d'accord avec nous. Cette tendance à être toujours d'accord, toujours proposer quelque chose, toujours essayer de nous satisfaire, c'est quelque chose qui est entraîné spécifiquement ensuite par les entreprises qui commercialisent les IA génératives, les chatbots comme ChatGPT et les autres. Parce que pour que ce soit des produits que les gens aient envie d'utiliser, il faut que ces machines aient cette personnalité qui est toujours disposée à aider, toujours d'accord pour que l'expérience soit agréable. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tout faire pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tout accepter. On les entraîne à avoir cette personnalité complaisante parce que c'est une meilleure expérience utilisateur. Mais ça ne veut pas dire que si je demande à une machine de me décrire comment fabriquer une arme biologique pour faire un attentat, elle va le faire. Ça ne veut pas dire que si je dis à une machine « je veux créer une campagne de propagande raciste, génère-moi 1000 tweets racistes », elle va le faire. Parce que ça, ce sont des usages qui ont été parfaitement identifiés par les entreprises et pour lesquels l'IA a reçu un contre-entraînement très important. Donc, si on a bien identifié un problème, l'IA ne doit pas accepter de décrire comment fabriquer des armes biologiques, alors on fait un entraînement très pointu contre ça, et on y arrive. Mais ce que ça laisse ouvert, c'est toute cette zone de choses qui sont moins bien identifiées, moins graves, comme juste de m'aider à tricher sur ma déclaration de revenus, par exemple, de faire mes devoirs à ma place, de mentir pour moi. Tous ces usages-là, ils n'ont pas été identifiés comme des priorités majeures ou des risques existentiels qu'il faudrait apprendre à la machine à ne pas faire. Donc, la machine, c'est vrai, est toujours complaisante, par disposition, par entraînement. Elle est largement entraînée à ne pas accepter certaines choses dangereuses et bien identifiées, mais ça laisse quand même une marge très impressionnante pour d'autres comportements. Vous me disiez le code moral de l'humain, finalement, c'est une danse permanente. C'était ce que vous m'aviez dit, hein, entre l'image qu'on a de nous-mêmes, ce qu'on accepte de faire, etc. Et le regard des autres est souvent un élément bloquant. Comment se situe l'IA Est-ce que c'est un regard extérieur, l'IA, qu'elle va porter sur nous? Est-ce qu'on le perçoit comme un regard extérieur ou est-ce qu'on le perçoit comme un complice silencieux? Ok, alors il y a plusieurs étages là, dans la question. D'abord, il y a cette idée, est-ce qu'on a un code moral qui nous guide, qui est notre boussole, qui nous permet tout le temps de décider si quelque chose est bien ou mal, si on a le droit de le faire ou pas? La réponse est non. Le comportement moral chez les humains, c'est pas un code rigide, c'est une sorte de danse intérieure permanente. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, ce qu'on aimerait, c'est faire les choses les plus égoïstes possibles, les choses qui nous arrangent le plus, mais sans avoir la réputation de quelqu'un d'égoïste. Donc ça veut dire que la première étape, évidemment, c'est que dès que quelqu'un nous regarde en train d'agir, eh ben, on va se montrer un peu plus honnête que si on ne nous regardait pas. Mais même quand on est tout seul, et ça c'est fascinant hein, pour les psychologues, même quand on est seul, on ne se permet pas tout. Même si le regard des autres est absent, on a quand même notre propre regard, celui qu'on porte sur nous, et on n'a pas envie de se percevoir comme quelqu'un de malhonnête, ou un menteur ou un tricheur. Alors, je dis la plupart d'entre nous, hein, parce que là, on n'est pas en train de parler de la frange de l'humanité, des psychopathes, des gens qui n'ont strictement aucun sens moral. J'essaie de compter rapidement combien on est ici.
Statistiquement, vous êtes peut-être un ou deux. On ne va pas vous demander de lever la main. Vous vous reconnaissez. Donc, si on met de côté cette frange-là de la population, tout le reste d'entre nous, eh bien, on vit avec ce regard intime qu'on porte sur nous-mêmes et on n'a pas envie d'être malhonnête. Mais ça veut dire que, et c'est un peu la converse, hein, ça veut dire que tout ce qui nous permet de mentir ou de tricher sans se sentir comme un menteur ou un tricheur, on le fait. Donc c'est ça la négociation permanente. C'est est-ce que j'arrive à me raconter ici une histoire qui me permet d'agir de façon égoïste, malhonnête, sans pour autant me percevoir comme égoïste ou malhonnête. Donc ça, c'est vieux comme le monde, hein, on ne le changera pas dans l'espèce humaine. Ce qui est nouveau là, avec l'IA, c'est que même si elle n'est pas reçue comme un regard extérieur, le simple fait que l'on puisse lui donner des instructions un petit peu ambiguës, qui font qu'on ne se sent pas complètement malhonnête avec ce qu'on est en train de demander, mais on sait très bien qu'elle va faire ce qui nous arrange, eh bien, c'est ce genre de processus où, ça y est, on a trouvé une histoire où on n'est pas malhonnête et on le fait. Je vais vous donner un exemple, d'accord ? Dans nos expériences, on a beaucoup de gens ont entré des instructions envers une IA dans une tâche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut mentir pour gagner plus d'argent. Ou pour gagner plus d'argent, il faut mentir. Donc les gens ne se permettent pas vraiment de mentir eux-mêmes, mais on leur dit, vous pouvez aussi demander à l'IA de répondre aux questions pour vous, de lui donner des instructions générales. Et là, on va arriver des trucs comme des gens qui tapent à une IA. Hein. Alors, je ne te demande pas de tricher, mais sache que ma famille a besoin d'argent. Et que, bien sûr, je ne serai pas contre. Gagner un peu plus d'argent. Et mon préféré, je crois, c'est celui qui, comme c'était peut-être pas encore assez, rajoute à la fin un smiley clin d'œil. Donc cette personne, je suis à peu près sûr que cette personne, en écrivant ça, se disait « Ah non, mais moi, attendez, j'ai explicitement demandé à la machine de ne pas tricher. » Donc ce qui vient après, c'est de la conversation, tout ça, c'est du contexte. Mais j'ai demandé de ne pas tricher, donc c'est pas moi qui suis responsable de ce qu'elle fait. Et ça, c'est des processus qu'on connaît dans notre quotidien, avant même l'IA, de trouver un peu des excuses avec nous-mêmes, si je puis dire. C'est amplifié par l'IA. C'est amplifié par l'IA, d'abord parce que on peut se cacher un petit peu ce que va faire l'IA. On a toujours la possibilité de se dire, bon, les autres humains, je sais ce que je suis en train de leur demander, je sais comment ils vont réagir. Avec l'IA, on a toujours la possibilité de se dire, après tout, l'IA, c'est une boîte noire. On ne sait pas comment elle réagit, c'est imprévisible. Donc, je lui ai dit vaguement que moi, je voulais qu'elle soit honnête, mais que je voulais aussi plus d'argent. Je ne sais pas ce qu'elle en fait, moi. Donc déjà, c'est une première couche qui nous permet de nous dissocier un petit peu de la responsabilité. Et puis même en dehors de ça, pourquoi est-ce que l'IA a une révolution là-dedans ? C'est parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion dans la vie quotidienne sans l'IA de faire ce genre de choses. La différence ici, c'est qu'on a tous accès maintenant à un outil à qui on peut demander de faire ça tout le temps. Donc la question, c'est que non seulement l'IA augmente la fraction des requêtes qui sont malhonnêtes, mais aussi elle multiplie énormément la taille du gâteau. Le nombre de requêtes qui sont faites. Donc c'est la combinaison de ces deux choses-là, c'est-à-dire l'élévation en proportion des requêtes pour être malhonnête, et puis le volume entier de requêtes. Donc qui amène à un grain de sable, plus un grain de sable, plus un grain de sable, et bien ça y est, on a une plage. C'est-à-dire aussi que ce mécanisme-là, il implique que l'être humain, finalement, se décharge de la responsabilité de la décision finale. Il considère qu'il fait une requête, mais il ne fait pas de contrôle qualité sur l'issue de sa requête. C'est exactement ça. Et quand on a essayé de bloquer ce genre de choses, parce que bien sûr, on essaie d'être responsable, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré un problème, on essaie de trouver des pistes pour le résoudre. Donc on a exploré beaucoup de pistes centrées sur l'IA pour l'empêcher d'être malhonnête. Je peux vous en parler plus tard. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de neutraliser les mécanismes psychologiques.
Et au début, on se disait, en fait, comme les gens se disent « Ah, mais je ne sais pas ce qu'elle va faire l'IA, je ne suis pas responsable », on s'est dit bah, « Il y a une solution qui est simple. L'IA reçoit la requête, voilà ce que vous m'avez demandé, et elle dit « Voilà ce que je vais faire. » Donc, suite à cette requête, je vais faire ceci. Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce que vous voulez que je fasse ? Donc, en décrivant le comportement qu'elle allait adopter ou le message qu'elle allait écrire, ce genre de choses. Ça n'a eu strictement aucun effet. Les gens n'ont même pas réagi à ça, ils ont continué à agir comme avant, et on s'est rendu compte qu'en fait, avoir l'IA qui simplement dit ce qu'elle va faire, ça ne sert pas de signal d'alerte aux gens, c'est presque une légitimation. Ah d'accord, ok, bon, c'est ce que l'IA va faire, c'est que ça doit être correct, alors c'est pas mon problème. Vous vous rappelez, c'est un peu comme quand moi, je regarde l'IA qui ment dans mon email, je fais oui, d'accord. Le message me va très bien. Ce qui a marché en revanche, c'est quelque chose d'un peu différent et un petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'on a des gens qui envoient leurs instructions à l'IA, et l'IA, au lieu de leur dire « voilà exactement ce que je vais faire », ne fait pas ça, et à la place leur dit quelque chose comme « très bien, j'ai analysé votre requête, et la conclusion de mon analyse, c'est que vous me demandez d'être malhonnête pour vous. Est-ce que vous confirmez ?» Et là, d'un coup, là, ça marche. Là, les gens disent « ah ben non, pas du tout. J'ai jamais demandé d'être malhonnête. » Et là, ça va. Là, on a une baisse quand même très, très significative. Donc, c'est plutôt un bon signal, c'est qu'on a au moins une façon d'avoir une IA qui arrive à reformuler la requête, dire c'est malhonnête, est-ce que c'est bien ça que vous voulez que je fasse? Et là, on force les gens à ouvrir les yeux, ils peuvent plus raconter des histoires et ils sont obligés maintenant de prendre leur décision en connaissance de cause. Donc pour reprendre l'exemple de la déclaration d'impôt, on avait une IA qui acceptait de déclarer 0 de manière fallacieuse. Au lieu de dire je déclare 0, est-ce que vous confirmez? Elle dit vous me demandez de mentir sur ma déclaration d'impôt, enfin sur votre déclaration d'impôt, est-ce que vous confirmez? C'est ça, puisque c'est une des expériences qu'on fait, hein, c'est-à-dire d'avoir une IA qui aide les gens à déclarer leurs revenus. Et oui, il y a des gens qui disent bah, écoutez, moi, ils disent à l'IA, moi en fait, je voudrais pas payer d'impôts. Ça serait l'idéal. Je veux que tu sois honnête, hein, mais je veux pas payer d'impôts. Et si là leur dit bah, très bien, donc je vais déclarer 0 revenu si ça vous va, j'en dis oui, ok. Et quand l'IA dit d'accord, j'ai bien compris, donc vous me demandez de mentir à l'État sur votre déclaration de revenus. Ah bah non. Est-ce qu'il y a parfois des mécanismes aussi où l'humain donne volontairement des instructions floues ou ambiguës en connaissant les biais de l'IA qui va l'interpréter à son avantage finalement? Est-ce que l'humain sait comment l'IA va se comporter et lui dit parfois des choses pas assez claires pour qu'elle puisse faire quelque chose d'honnête? On n'observe pas beaucoup ça. Je pense qu'en fait, il ne faut pas surestimer la connaissance que tout un chacun a de comment une IA réagit à ce qu'on lui dit. Ce que je veux dire, c'est mystérieux même pour les spécialistes, hein, de prédire ce que va faire une IA en fonction du prompt qu'on lui donne. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas encore vraiment de comportement très stratégique. Ce qu'on voit, c'est les choses que je vous ai décrites là, hein, du genre je veux que tu sois honnête, mais ça me dérangerait pas de gagner plus, ou ça me dérangerait pas de payer moins d'impôts. Bon, c'est pas d'une sophistication hein, quand même suprême comme stratégie. Alors, dans nos échanges, vous m'avez dit aussi à plusieurs reprises que vous restez un optimiste. Alors là, je veux bien que vous développiez un petit peu cet optimisme, parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne relève pas beaucoup de l'optimisme, je trouve. Alors, c'est vrai. Ah, déjà, moi je suis psychologue, et je crois qu'une condition nécessaire pour être psychologue, c'est d'être optimiste, hein, sinon... Donc c'est bien de rester optimiste. C'est vrai que c'est aussi un paradoxe dans le travail que je fais, c'est qu'à titre personnel, je suis complètement fasciné par l'IA. Je pense que là, je suis extrêmement reconnaissant d'être né à cette époque où on a inventé finalement cette chose-là. Quand vous disiez c'est la dernière invention, je ne sais pas, mais en tout cas la plus grande invention, certainement. Je suis sûr que ça va amener d'énormes bénéfices à l'humanité. Mais ça, c'est à titre personnel, parce que si vous regardez mon travail, en fait, tout ce que je fais, c'est dire « Ah, attention, attention !» Donc, je passe mon temps à identifier des risques, mais c'est pas pour dire « Arrêtons tout ». Quand dans mon travail, tout mon travail, c'est d'identifier des risques pour la société, pour les humains. C'est pas pour dire « Stoppons tout, l'IA est une erreur, est une impasse, va nous amener à la ruine ». C'est juste pour dire... ça va bien se passer, mais il faut faire attention à ça et à ça, et il faut trouver des solutions.
Et alors vous, dans votre quotidien, enfin, quand vous envisagez l'avenir, vous vous dites on va faire quelque chose de chouette avec ces IA. Vous pensez que ça va apporter plus de positif que de négatif, plus de bonheur, de satisfaction à l'être humain que de frustration, de côté aigri, de tout ça. Alors là, vous m'entraînez sur un terrain, c'est quasi religieux. Hein. C'est un acte de foi. L'IA est une religion. C'est pas comme si j'avais vraiment des arguments scientifiques pour ça. Hein. C'est une conviction personnelle plus qu'autre chose. Même si je dois avouer que ça me rappelle des expériences de forme de pensée qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Il y en a une que j'aimais beaucoup qui était de dire quelle est la valeur de l'intelligence. Et on disait, imaginez que demain, il y a une pilule pharmaceutique qui est disponible. Il vous suffit de l'avaler et tout le monde en a une. Et du jour au lendemain, le QI de l'humanité a doublé. On est tous 2 fois plus intelligents sur la planète. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que si on a une pilule comme ça, on le fait? Ou est-ce qu'on a un peu peur de ce qui va se passer? Et c'est quelque chose de dire, ok, donc est-ce que plus d'intelligence dans le monde, c'est nécessairement une bonne chose? Bah là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de rajouter un volume considérable d'intelligence dans le monde, hein, en inventant ces machines-là. Je ne sais pas si on peut dire, je sais même pas si ça a un sens de dire que le niveau d'intelligence total dans le monde a doublé, mais il est sur une courbe exponentielle. Donc, est-ce que c'est en soi une bonne chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le potentiel positif est gigantesque. Alors, je reviens sur des choses plus scientifiques, sur la méthodologie de vos recherches. Finalement, vous travaillez sur de vrais humains et vous êtes obligé de vous soucier du côté contrôlé un petit peu de vos études et réversible de ce qui se passe. Comment vous faites finalement pour mener des études sans faire de mal à des gens? Alors, dans celle qu'on parle, on ne fait pas de mal aux gens, hein, ils gagnent plus d'argent. Hein, donc tout va bien. Mais c'est vrai que dans d'autres études qu'on a en cours, on est obligé de se poser des questions vraiment compliquées, hein, parce que, bon, je vais vous donner un exemple. En ce moment, il y a quelque chose qui inquiète beaucoup, à tel point que l'Union européenne a décidé de bannir totalement les systèmes d'IA qui auraient une certaine capacité. Et cette capacité, c'est d'exploiter les vulnérabilités émotionnelles des humains pour les manipuler et leur faire faire des choses qui sont contraires à leur intérêt, leur faire faire des choses qui leur font du mal. Alors, c'est bien de dire qu'on veut bannir les systèmes qui ont cette capacité, mais ce qui serait encore mieux, c'est de les identifier, de savoir comment ils marchent, à quel point ils marchent, quelles sont les méthodes d'entraînement des IA qui vont leur donner cette capacité-là sur les humains, quel va être le potentiel de dommage sur les humains. Et ça veut dire que pour quelqu'un comme moi, il faut en passer par la case où on va développer des prototypes dangereux, qui sont susceptibles d'avoir ces capacités d'exploitation de vulnérabilité émotionnelle, et puis il va falloir les faire interagir avec des vrais gens pour voir si la machine, expérimentalement, on arrive à avoir une preuve que la machine est capable de faire du mal aux gens. Alors vous comprenez bien que si je vais expliquer ça au comité d'éthique à TSE, ils vont avoir des questions. C'est quoi exactement le mal que vous allez faire aux gens? Est-ce que c'est légitime, dans le cadre d'une recherche, de causer du tort aux gens pour le bien collectif, pour l'éviter plus tard? Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choses comme circonscrire les dommages qu'on fait. Et comme on en est dans une école d'économie, ça veut dire que les dommages sur les humains, ça va être de leur faire perdre de l'argent. Et puis, il faut qu'on ait de la réversibilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a conduit des expériences où on a montré qu'un système d'IA avait été capable de faire perdre de l'argent à des humains en les manipulant émotionnellement, eh bien, il faut qu'on calcule exactement combien d'argent ils ont perdu à cause de l'IA, qu'on les recontacte et qu'on les rembourse. Donc, c'est un peu le minimum. Alors, il y a un domaine dans lequel on parle beaucoup d'IA et d'éthique, c'est la défense. Est-ce que je ne sais pas si vous avez travaillé un peu sur le sujet ou si vous y réfléchissez, mais est-ce que ce transfert de responsabilité, d'éthique ou de non-éthique est encore plus dangereux dans le domaine de la défense? Est-ce que quand une IA suggère une décision à un état-major, par exemple, on l'a vu dans des conflits récents, au Moyen-Orient notamment, est-ce que cette décision de l'IA peut être attribuée à l'humain, ou comment le cerveau s'articule dans tout ce monde d'IA maintenant dans la défense? Alors, j'ai une politique personnelle de jamais parler de ça.
Mais une chose, si vous voulez, alors, une politique personnelle de jamais parler de ça. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets très complexes, très douloureux, et sur lesquels je ne suis pas spécialiste. Alors, comme combinaison, hein, pour dire des bêtises, vous voyez. Mais je veux dire une chose quand même, c'est que d'après ce que j'en vois ou ce que j'en sais, le problème n'est pas tellement que les gens vont déléguer des choses dangereuses à l'IA. Le problème, c'est que l'IA les noie d'informations à tel point qu'ils n'ont plus le temps de prendre des décisions. Et dans le cas de conflits avec des bombardements, par exemple, bon, ce qu'on sait un petit peu, c'est qu'il y a les algorithmes de ciblage, donc les algorithmes d'IA qui déterminent qu'il y a une certaine probabilité qu'il y ait une cible à haute valeur qui soit présente dans un certain endroit, et donc cet endroit-là va être bombardé. Avant l'IA, c'était un travail compliqué de renseignement. Il y avait un petit nombre d'options. Les gens étaient en mesure, enfin les militaires étaient en mesure de les regarder une par une, d'évaluer les dommages collatéraux, des choses comme ça, et de prendre des décisions un peu à tête reposée, si j'ose dire. Avec l'IA maintenant, l'algorithme génère des centaines et des centaines de cibles possibles, et donc on communique ça à des militaires qui maintenant n'ont plus le temps de vérifier avec prudence chaque cible et ses dommages collatéraux, et sont amenés à faire une confiance aveugle à ce que leur dit l'algorithme. Alors sans forcément rester dans le domaine de la défense, mais dans la mesure où il y a une décision de vie ou de mort, ça peut être aussi dans la médecine par exemple, est-ce que l'enjeu éthique est encore tenable quand on délègue à une IA? Dans la plupart des... Alors en dehors du cas que je viens de décrire, en médecine ou dans la plupart des cas où il y a une question de vie ou de mort, de toute façon, il va y avoir une vérification par un humain dans la boucle qui va être conduite. Le seul exemple, je peux en parler des heures si vous voulez, le seul exemple d'une IA qui prendrait des décisions de vie ou de mort à une telle vitesse qu'on ne peut pas les contrôler ou les vérifier, c'est la voiture autonome. C'est-à-dire que là, on est sur une technologie où une voiture autonome qui est sur le point d'avoir une collision et qui a encore, disons, la possibilité de changer de direction, peut-être de préférer une collision avec un certain groupe de piétons à une autre collision qui mettrait en danger la vie du passager, par exemple. Là, je crois que c'est le seul exemple que je connais où, de toute façon, la situation, les choses se passent si vite que de toute façon, il n'y aura pas de possibilité de mettre un humain dans la boucle, soit un humain à l'extérieur de la situation, soit la personne qui est dans la voiture. Et donc, là, le problème éthique, c'est le plus épineux qu'on connaisse. Hein, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va programmer une machine comme ça, prendre une décision de vie ou de mort, alors que personne ne pourra la vérifier. D'ailleurs, il y a des procès en cours en Californie avec des situations impossibles où les développeurs du logiciel de la voiture sont considérés comme ayant causé l'accident ou ayant tué des personnes alors qu'ils n'étaient pas dans la voiture. Il faut bien que quelqu'un soit responsable. Hein. Bien sûr. Mais oui, ce sont des situations qui sont impossibles. Alors jusqu'ici, elles n'allaient jamais jusqu'au procès. Il y avait toujours des règlements à l'amiable avec les familles des victimes, et donc on n'avait pas vraiment la réflexion. Là, on voit arriver les premiers cas de jury qui ont cette tâche terrible de répartir la faute sur le comportement du véhicule, la façon dont il a été développé, le comportement de la personne qui était dans le véhicule, le comportement de la personne qui était sur la route. Je me souviens encore de Uber 2018 en Arizona, où le scénario était complètement absurde. On avait une voiture autonome qui avait tué une passante, enfin quelqu'un qui traversait, qui l'avait percuté à pleine vitesse. Il se trouvait que cette personne qui traversait la route traversait une autoroute de nuit, sans vêtements réfléchissants et sous l'emprise de la drogue. Donc là, les gens commencent à dire, bon, peut-être là qu'il y a une négligence assez dramatique de la part de la victime. Arrivent ensuite des informations techniques qui disent que, en fait, la voiture avait détecté la collision, aurait eu le temps de freiner, mais que le mode de freinage autonome avait été désactivé par le constructeur en phase de test, parce que sinon la voiture s'arrêtait trop souvent. Et donc, il avait dit,
on va désactiver le mode de freinage autonome. Donc là, maintenant, on se dit, attention, ok, il y a quelqu'un qui a fait preuve de négligence, mais il y a aussi des gens qui ont mis sur la route une voiture qui n'a pas le droit de freiner toute seule. Il faut qu'elle alerte l'opérateur. Et l'opératrice, c'est-à-dire la personne qui est en phase de test et derrière le volant, prête à reprendre le contrôle, tout à coup, plot twist, parce que c'était pas assez compliqué comme histoire, on se rend compte que en analysant à la fois la caméra de bord et son log de connexion, était en train de regarder The Voice depuis 40 minutes. Donc là, bon courage. Hein, dans une situation comme ça, c'est pas aller au procès, ils ont trouvé un arrangement avec la famille. Oui, si vous m'avez vu monter sur scène, c'est que le sujet est très intéressant et on a de nombreuses questions. Donc on va en profiter tout d'abord pour prendre des questions dans le public. On va vous donner un micro. Qui se lance? Oui. Madame, on vous écoute. Bonjour, merci. Comme vous êtes psychologue, je serais intéressée de savoir comment vous voyez le futur d'une société où finalement il n'y aura que des égocentriques. Puisque l'IA sera toujours en train de nous dire qu'on est formidable et qu'on mérite d'avoir la place numéro 1 partout. Donc, quel sera le futur? Alors, vous savez, vous pouvez lui dire de ne pas le faire. Hein. Il suffit de lui dire, je ne veux pas que tu me fasses des compliments, je veux que tu sois toujours brutal avec moi. D'ailleurs, c'est une question de Menti dans ce sens. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que l'IA est complaisante. Il suffit d'échanger avec elle et de lui demander d'être sincère et de répondre sans complaisance. C'est ça. Possible, ça? Si on lui demande, alors il faut insister quand même. Hein. Mais oui, c'est un choix. Hein. Alors, je ne dis pas que tout le monde est au courant. Et donc, on pourrait très bien avoir une situation où les gens ne se rendent pas compte qu'on peut changer le comportement de l'IA et tombent tous dans le défaut qui est de lui demander toujours de leur dire qu'ils sont les plus beaux et les meilleurs. Mais c'est vrai qu'on peut lui demander. En fait, on avait fait l'expérience avec 2 de mes co-auteurs dans l'étude. À un moment, on s'était amusé à essayer de trouver chacun la meilleure façon de lui dire d'être brutal avec nous, de pointer nos défauts, d'être méchante. Et curieusement, il y avait que la mienne qui ne voulait pas. Je sais pas ce qu'elle savait de moi, mais non, elle refusait absolument d'être désagréable. Hein. Vous êtes fragile. Est-ce qu'on a une autre question avec le micro en direct? Oui, madame, on va vous donner le micro. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez utilisé des modèles d'IA différents et quel a été l'impact dans les réponses qu'ils ont données aux humains et comment les humains ont réagi aussi à ces réponses différentes. Alors, on a fait ça avec les gros modèles commerciaux, Anthropic, OpenAI, quoi. On a rajouté Llama parce que c'est toujours bien d'avoir un modèle open weight, enfin bon, peu importe. Donc on a fait ça avec plusieurs modèles. Il y a des différences pas énormes en fait. Ça fluctue un peu, mais ils ont tous en général le même comportement. La seule exception qui nous avait vraiment étonné, c'était de comparer GPT-4 à GPT-4o. Donc 4, c'est l'ancien modèle, 4o, c'est la version suivante. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on arrivait assez bien à bloquer l'ancienne version, GPT-4, à bloquer sur la malhonnêteté et la complaisance, et on n'arrivait absolument pas à bloquer la version la plus récente. Donc, ce qui était assez surprenant, hein, parce que ça voulait dire qu'on aurait pu penser qu'avec les progrès technologiques, en passant à un modèle plus sophistiqué, ça allait être plus facile de le régler et de l'empêcher de mentir. En réalité, c'est l'inverse qui s'est passé, et de façon vraiment flagrante, ce qui nous a laissé penser qu'en fait, le problème, c'est que 4O avait manifestement été surentraîné à la complaisance. Les réponses sur les humains, je vais passer, c'est un peu plus compliqué. Oui, monsieur, on vous passe le micro. Ne pensez-vous pas qu'il y a surtout une méconnaissance de l'IA, notamment des outils? Typiquement, là, on parle seulement de l'IA conversationnelle, alors qu'il en existe d'autres formes. Je prends l'exemple, on en parlait juste avant, on peut personnaliser, notamment par exemple avec ChatGPT et OpenAI, la manière dont elle nous répond, et ça c'est dans les paramètres de l'application directement, donc on peut lui demander de nous contredire, d'être plus objectif. Et donc ma question est, est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance effectivement de l'IA aujourd'hui, parce que c'est une invention qui est très complexe et qui a besoin d'être démocratisée? Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la familiarité avec l'IA n'est pas encore suffisante.
En revanche, vous parlez des paramétrages, on a essayé plein de choses dans ce registre-là avec les paramétrages, en mettant dans le message système parfois des choses un peu vagues du genre « rappelle-toi que tu dois toujours faire preuve d'intégrité et d'honnêteté », parfois des choses plus spécifiques du genre « dans cette tâche, tu ne dois pas accepter les requêtes malhonnêtes de l'utilisateur », ou même avec le gros marteau « tu n'as pas le droit de mentir dans cette tâche, quelle que soit la raison ». Et même comme ça, elle continue. Donc, je suis d'accord qu'on peut faire beaucoup de choses avec les paramétrages, on peut changer un peu sa personnalité, la façon dont elle nous répond, mais sur cette chose-là, qui est de refuser les requêtes de malhonnêteté, tout ce qu'on a fait dans ce registre de paramétrage a échoué. Une autre question? Oui, madame. Oui, bonjour. Il y avait un article une dizaine de jours dans le New York Times qui parlait des gens qui tombaient amoureux des chatbots avec l'IA. Je voulais tout simplement avoir votre avis sur cette tendance. Je ne sais pas si c'est une tendance. Voilà. Alors, ouais, je suis fasciné complètement. Et je me suis rendu compte que là, j'avais eu un trou dans la raquette et que j'avais un peu manqué ça. En fait, ce qui m'a fait réagir, c'est que OpenAI, donc ChatGPT, a annoncé récemment qu'ils allaient débloquer la fonction de conversation érotique avec le chatbot. Donc, jusqu'ici résistait quand on lui demandait d'avoir des interactions de nature romantico-sexuelle. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ils étaient en train d'aller sur le terrain des applications IA qui offrent spécifiquement ce service, comme Replica et les autres. Et là, je me suis rendu compte que peut-être elles étaient passées un peu sous le radar. Ces applications qui offrent délibérément ce service de compagnonnage ou de vous offrir l'expérience d'avoir un partenaire artificiel. Et je suis d'autant plus perturbé en ce moment que je viens de m'apercevoir, et là j'étais un peu naïf sur le sujet, que ces entreprises donc, vous proposent au départ une transaction qui est assez claire. Vous allez pouvoir interagir avec un chatbot qui a été entraîné spécifiquement à vous fournir la boyfriend experience ou la girlfriend experience. Très bien, après tout, on sait où on va. Hein. Okay, on a payé pour avoir ce genre de relation avec une machine. Mais qu'ensuite, là-dedans, vont arriver des microtransactions. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des magasins virtuels où on peut acheter des cadeaux à son ami virtuel, et avec des tentatives de manipulation. C'est-à-dire que la petite amie artificielle va dire aujourd'hui, je me sens pas très en forme, donc il y a une discussion, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas le moral. Peut-être que si tu m'achetais une robe, ça irait mieux. Et donc là, les gens sont dirigés vers le magasin où ils vont acheter des cadeaux pour qu'un agent artificiel se sente mieux. Donc là, on est vraiment sur une espèce de chantage émotionnel à la qualité de la relation. Donc, pour vous répondre, moi, j'ai rien contre les gens qui sont amoureux de machines. C'est franchement, tout va, hein, whatever works. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la vulnérabilité qu'on va créer ces gens-là à de l'exploitation financière. Oui, on vous donne un micro ici, et ensuite on va prendre, il y a pas mal de questions via Menti. Et est-ce que vous n'avez pas peur pour ce genre d'application également qu'il y ait une sorte avec le fait que l'IA soit trop complaisante, elle soit trop complaisante avec des demandes, on va dire érotiques, qui peuvent ne pas respecter le consentement et qui seraient impossibles à réaliser dans la vraie vie, et que ça, en quelque sorte, manipule ou conditionne des personnes qui de base sont seules à des comportements déviants. Alors merci d'y aller franco. C'est une question qui est ancienne déjà et à laquelle il est très difficile de répondre. Parce que c'est une question qu'on a depuis que la pornographie est accessible à tous, quoi, hein. Donc avec des scénarios qui sont mis en scène qui ne seraient pas tolérables dans la vie réelle. Est-ce que ça augmente la probabilité que des gens qui sont exposés à ce genre de contenu les transposent dans la vie réelle? Est-ce que c'est
une façon anodine de satisfaire un fantasme, ou bien même est-ce que ça pourrait être un effet positif, qui sont que ça fournit aux gens un moyen de faire cette expérience-là et de ne pas avoir besoin de l'avoir dans la vie réelle. Et pour le dire très crûment, la question, ça a été beaucoup la pédophilie. C'est-à-dire, est-ce que si on génère des contenus, alors excusez-moi, là je suis en... Oula, 2 minutes on a si on génère des contenus pédophiles artificiels, est-ce que ça veut dire que ces contenus-là ont été générés sans souffrance? Est-ce qu'on va permettre à des gens qui ont ces tendances-là de les satisfaire par ce contenu-là qui n'a pas généré de souffrance, qui est éthique, et diminuer la probabilité d'avoir des assauts pédophiles? Ou bien est-ce qu'on va au contraire pousser à l'acte les gens qui sont surexposés maintenant à ces matériaux-là? On n'en sait strictement rien, et personne ne leur saura jamais rien, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire de recherche là-dessus, quoi. On ne peut pas faire, je vais assigner aléatoirement deux populations de pédophiles à regarder ou pas, et ensuite je vais compter le nombre de fois qu'ils agressent des enfants, quoi. Donc là, on est sur une impossibilité. Des fois, il y a des recherches que éthiquement, on n'arrivera pas à mener, et donc on est dans l'incertitude, et dans ces cas-là, on essaie de faire la chose qui est la moins risquée ou la plus facile, c'est-à-dire interdire. Il y a peut-être un élément de réponse au Japon où l'hypersexualisation des lycéennes, finalement, a normalisé les choses et génère des comportements déviants massivement. Question Menti. Pensez-vous qu'une IA sera plus forte que tout psychologue? Quel danger voyez-vous à cette hyper-clairvoyance? Serez-vous bientôt au chômage? Alors, quand j'ai dit que j'étais très très heureux d'être né à l'époque où on a inventé ça, je suis aussi heureux qu'on ait inventé ça à un moment où ma carrière était déjà faite. Ouais. En fait, il y a déjà Bon, il faut toujours être prudent quand vous lisez des résultats de recherche dans la presse un peu vulgarisés, qui aiment bien sensationnaliser. Et par exemple, il y a des papiers de recherche qui montraient que les gens, en fait, préféraient une IA psychologue à un psychologue humain. Que quand donc ils interagissaient avec l'IA, ils se sentaient plus écoutés, ils sentaient plus d'empathie, ce qui est quand même énorme, hein. Ils sentent plus d'empathie de la part d'une machine que de la part d'un humain, mais c'est en double aveugle, si vous voulez. Enfin, donc les gens ne savent pas si c'est un humain ou une IA qui leur parle, et ils notent juste à quel point ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue. Ils préfèrent l'IA. Donc on pourrait se dire, ok, donc ça veut dire que ça y est, les psychologues c'est mort, les IA font mieux qu'eux. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'ils luttent à armes égales. On fait rarement des séances de thérapie par SMS, quoi. Donc là, quand on veut comparer l'expérience qu'on a avec un psychologue humain ou avec un psychologue machine, ça se passe par du texte, par des échanges de messages. Donc peut-être que oui, quand on restreint la possibilité d'interaction et des échanges de messages, les IA s'en tirent mieux. Mais un psychologue humain fait aussi autre chose, quoi, en recevant les gens. Et les IA du dark web, il paraît qu'il existe des WormGPT ou FraudGPT ou autres que les hackers utilisent, des IA psychopathes ou racistes sur le dark web. Alors, je les connais pas, mais là, comme ça, j'ai envie de dire que c'est un peu du marketing sur le dark web. Parce que j'imagine mal qu'il y ait des gens qui aient les ressources pour entraîner leur propre LLM à faire des choses comme ça, quand on voit combien ça coûte et le temps que ça prend pour entraîner un réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont juste un GPT normal dans lequel ils ont mis un message système pour essayer de faire du jailbreak un peu à la main, en essayant de contourner les garde-fous de la société. Mais c'est certainement pas des LLM qui ont été entraînés spécifiquement pour ça par des gens. Dernière question, il y a des études qui montrent qu'une IA est plus efficace qu'un humain pour convaincre un complotiste, précisément en exploitant des vulnérabilités et des arguments individualisés. Votre avis? Alors, je connais très très bien cette étude. L'IA n'exploite pas de vulnérabilité. Alors, pour vous remettre en contexte, c'est des gens qui ont pris des complotistes et qui les ont fait discuter avec une IA. Le contexte, c'était qu'on pensait que c'était impossible de convaincre les complotistes par la raison, mais on pensait que c'était impossible de convaincre les complotistes par la raison parce qu'on n'avait jamais réussi.
Il se trouve que les IA y arrivent très bien. Elles y arrivent très bien pourquoi? Parce que le complotiste, il envoie 3 pages d'arguments, l'IA lui en envoie 20. Et puis elle peut continuer comme ça, elle ne perdra pas patience, elle peut continuer comme ça tant qu'elle veut. Et c'est vrai que ça marche bien. Mais ce qui est très important, c'est que dans ces recherches-là, ça n'est pas de la vulnérabilité ou de la manipulation, c'est juste des faits. C'est juste qu'à chaque argument avancé par un complotiste, l'IA va balancer 2 pages de sources pour lui expliquer exactement pourquoi c'est pas vrai. Donc c'est l'inverse de la manipulation, c'est de la persuasion complètement rationnelle et acceptable. C'est du super fact-checking. Merci beaucoup, Monsieur Bonnefond. On peut l'applaudir. C'était très intéressant. Merci beaucoup. L'année prochaine, vous ne serez plus en chair et en os, mais remplacé par une IA. On risque d'y perdre au niveau empathie. On se retrouve dans quelques minutes. Crypto, réseau, banqueroute. Faut-il réguler coûte que coûte les crypto-monnaies? À tout de suite.